Cette réaction de déphosphorylation peut aussi être utilisée pour faire ce qu'on appelle la phosphorylation. Donc, la phosphorylation, ça serait défini comme étant une réaction dans laquelle on ajoute un phosphate à une molécule. Et une réaction de déphosphorylation, c'est lorsque on enlève un phosphate à une molécule. Maintenant, la raison pourquoi l'ajout ou enlever un phosphate est important, c'est parce qu'il y en a une qui va fournir de l'énergie et l'autre qui va enlever de l'énergie. Ça veut dire que si on regarde et si on se rappelle du fait que les liaisons possèdent de l'énergie, ça prend de l'énergie pour pouvoir former une liaison parce que ça prend beaucoup d'énergie pour rapprocher les atomes assez pour que la formation de la liaison puisse se faire. L'énergie qui a été utilisée pour pouvoir former la liaison va ensuite être emmagasinée sous forme d'énergie potentielle à l'intérieur de la liaison parce qu'on sait que l'énergie ne peut pas apparaître ni disparaître, c'est-à-dire que quand tu fournis l'énergie pour former une liaison, elle ne disparaît pas, elle va être mise sous forme d'énergie potentielle. Donc, si tu ajoutes un groupement phosphate, tu es en train d'ajouter une liaison et tu es aussi en train d'ajouter donc une quantité d'énergie potentielle à une molécule qui n'avait pas le phosphate avant. Donc, la molécule devient plus énergétique. Par contre, quand tu enlèves un groupement phosphate à une molécule, tu brises une liaison qui est relativement forte et qui a pris beaucoup d'énergie à former. Et ça va relâcher une certaine quantité d'énergie qui, elle, peut être utilisée pour alimenter une autre réaction. C'est-à-dire que si je regarde à notre molécule d'ATP, donc rappelez-vous, l'ATP, c'est l'adénosine 5-triphosphate, ça ressemble à ceci. C'est un nucléotide avec 3 phosphates. Donc ici, tu as ta base azotée qui est ton adénine, tu as ton sucre ici qui va être un sucre ribose, et ici, tu vas avoir tes 3 groupements phosphates qui sont attachés à ton sucre. Donc ça, c'est ton ATP. L'ATP, c'est la source d'énergie principale de toutes les réactions biochimiques qui se passent dans ton corps. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire de l'ATP lorsque tu fais la respiration cellulaire, parce que cet ATP va être ensuite utilisé pour faire plein d'autres réactions biochimiques qui sont anaboliques et qui nécessitent de l'énergie. C'est une molécule qu'on appelle une molécule à haut potentiel énergétique. C'est-à-dire que c'est une molécule à haut potentiel énergétique. Et c'est une molécule à haut potentiel énergétique à cause de ces liaisons phosphates ou ces groupements phosphates qui sont ici. Comme je l'avais mentionné dans une leçon précédente, ça prend beaucoup d'énergie pour pouvoir former ces liaisons phosphates à cause de leur charge. Donc, remarquez ici que les groupements phosphates sont chargés. On sait que des charges qui sont de même charge vont former de la répulsion. La force électrostatique ici va être une force de répulsion. C'est-à-dire que quand on avait 2 groupements phosphates ici, donc on avait de l'ADP, ajouter un 3e phosphate est quelque chose qui est difficile à faire parce que tu as 2 négatifs ici, tu as 2 charges négatives ici, et tu essaies de rapprocher un ion qui lui aussi a une autre charge négative, et on sait qu'il y a beaucoup de force de répulsion entre ces charges. Donc, ça prend beaucoup d'énergie pour pouvoir former cette liaison entre les phosphates ici. Donc, c'est une liaison qui est très énergétique à cause de la force de répulsion des groupements phosphates. Cette liaison très énergétique possède beaucoup d'énergie potentielle emmagasinée dans cette liaison et c'est pour ça qu'on appelle ça une molécule à haut potentiel énergétique. Elle a des liaisons qui, lorsqu'ils sont brisés, peuvent relâcher beaucoup d'énergie. Ce n'est pas la seule liaison qui a beaucoup d'énergie dans l'ATP. La deuxième liaison ici, entre le phosphate numéro 2 et le phosphate numéro 1, est aussi une liaison qui est très énergétique parce que ça a pris un phosphate qui est négatif, qui devait être rapproché d'un autre phosphate qui était négatif, et on sait qu'il y a des forces de répulsion qui vont s'exercer parce qu'ils sont de même charge, donc pour les rapprocher, ça prend de l'énergie. Mais remarquez que ça prend moins d'énergie de rapprocher ces 2 groupements phosphates parce qu'il y a seulement une charge négative qui repousse une charge négative, tandis que tantôt, il y avait 2 charges négatives qui repoussaient une charge négative. Donc, s'il fallait qu'on donne une certaine d'énergie relative, on sait que cette liaison-là a plus d'énergie que cette liaison-là. Donc, plus énergétique.
Ce n'est donc pas un hasard qu'on va préférentiellement utiliser l'ATP pour fournir de l'énergie aux cellules que de l'ADP. Parce que l'ADP fournit moins d'énergie à cause de la rupture de la liaison phosphate que de l'ATP. Donc, pour briser la liaison, il faut se rappeler qu'il faut faire une réaction qu'on appelle une hydrolyse. Donc, ici, pour briser la liaison, ça c'est de l'hydrolyse qui va se faire. Donc, pour briser ça, c'est une réaction d'hydrolyse. Et cette réaction d'hydrolyse va relâcher beaucoup d'énergie. On peut aussi appeler cette réaction de déphosphorylation, parce que c'est un cas spécifique où tu as une molécule d'ATP qui a 3 phosphates, donc 3 phosphates. Ça, c'est le symbole que je donne pour phosphate, PI, phosphate inorganique. Et ces 3 phosphates vont, ici, la liaison va être coupée, ce qui va faire que tu vas transformer ça en 2 phosphates, et donc de l'ADP. Et donc, tu as enlevé un groupement phosphate, donc c'est une déphosphorylation, si tu passes de l'ATP à l'ADP. Tandis que si tu rajoutes un groupement phosphate, on appelle ça une phosphorylation. Si je remontre un exemple ici de 2 réactions qui sont ce qu'on appelle couplées, c'est-à-dire qui sont combinées ensemble. Tu as une réaction ici de déphosphorylation qui va se faire, parce que si tu regardes le passage de là à là, tu passes d'une molécule qui a 3 phosphates à une molécule qui a 2 phosphates. Donc, tu as une déphosphorylation qui se passe. Cette réaction de déphosphorylation, elle va faire 2 choses. Une des choses qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner ce groupement phosphate qui était ici et elle va transférer le groupement phosphate à cette molécule par une réaction de condensation. Remarquez qu'ici, maintenant, la molécule, elle a un groupement phosphate. Ça veut donc dire que ça, c'est une phosphorylation. Mais l'importance de la déphosphorylation qui est couplée à une réaction de phosphorylation ici, c'est le fait de briser la liaison phosphate relâche énormément d'énergie. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un transfert d'un groupement phosphate, tu vas aussi avoir le transfert d'énergie qui va se faire. Pourquoi? Parce que briser cette liaison-là relâche de l'énergie qui était emmagasinée dans la liaison. L'énergie qui est relâchée, donc énergie est relâchée, va être donnée, à la formation de cette liaison. Énergie absorbée. Parce que ça prend de l'énergie pour pouvoir former cette nouvelle liaison entre l'oxygène ici et le groupement phosphate. Donc, la réaction ici, les 2 réactions sont combinées, non seulement parce que tu veux transférer le groupement phosphate, mais parce que ça prend de l'énergie pour pouvoir transférer ce groupement phosphate. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Si on regarde au niveau énergétique, qu'est-ce qui arrive aux molécules quand elles ont perdu leur groupement phosphate et quand elles ont gagné un groupement phosphate? Donc, si on prend notre molécule qui est ici, notre phosphate est de l'ATP. Ça a 3 liaisons phosphate et une qui est très énergétique. Quand la liaison ici est brisée, ça relâche de l'énergie. C'est-à-dire que l'adénosine triphosphate ATP a plus d'énergie potentielle. Et quand il a perdu son groupement phosphate, il a perdu de l'énergie potentielle qui était dans cette liaison, et donc il a moins d'énergie potentielle. Le groupement phosphate a été transféré, mais l'énergie a aussi été transférée à ta sérine ici, par exemple. Donc, cette molécule, au départ, avait moins d'énergie potentielle. Et avec l'ajout du groupement phosphate et l'énergie que ça a pris pour former cette liaison phosphate, cette molécule a maintenant plus d'énergie potentielle. Donc, l'une des raisons pourquoi l'ATP est utilisé comme source d'énergie,
c'est que c'est une molécule à haut potentiel énergétique qui, lors de la réaction de déphosphorylation, relâche une certaine quantité d'énergie potentielle, qui, elle, peut être captée par une autre molécule lors de la réaction de phosphorylation, faisant en sorte que maintenant, tu as une molécule qui est plus énergétique qu'elle était avant. Et cette molécule plus énergétique va ensuite utiliser cette énergie pour faire autre chose. Donc, des molécules à haut potentiel énergétique, il y en a de deux types. Tu as les molécules qui sont phosphorylées. Donc, ici, c'est un exemple d'une molécule phosphorylée, qui est maintenant à haut potentiel énergétique. L'ATP, c'est celui-là qui est le plus haut en potentiel énergétique comme molécule phosphorylée. Mais maintenant, on peut dire que la phosphocérine, c'est aussi une molécule qui est à haut potentiel énergétique parce qu'elle est aussi phosphorylée. Les autres molécules qui, elles, peuvent transférer de l'énergie et devenir plus énergétiques ou faire qu'une autre molécule devienne plus énergétique, ça serait les réactions d'oxydoréduction. C'est-à-dire que si je change ici de diapositive, on peut voir que c'est des réactions d'oxydoréduction. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne les ai pas expliquées, ces réactions d'oxydoréduction précédemment. Donc, si je regarde un cas vraiment simple pour l'expliquer, on sait que le sodium métallique, donc ici, c'est le métal qui est très réactif, peut réagir avec du chlore gazeux. Donc ici, c'est vrai que ce n'est pas équilibré. Ici, on a montré un atome de chlore, mais techniquement, ça serait Cl2 qui serait gazeux. Va réagir pour former du NaCl. Maintenant, pour que ceci se produise, il faut qu'il y ait... excuse-moi, j'ai mis un 2 à la mauvaise place ici. 2. C'est ça. Il faut que des électrons soient transférés. On sait que le sodium, si tu regardes son diagramme de Lewis, le sodium a un électron de valence, tandis que le chlore a 7 électrons de valence. Ça veut dire que pour être stable, il faut que les deux aient une couche de valence complète. Comment est-ce que les composés ioniques y arrivent? Bien, le chlore va être capable d'arracher l'électron du sodium, lui donnant une charge négative, donc formant un ion chargé négativement. Et le sodium, ayant perdu son électron de valence maintenant, va être chargé positivement parce qu'il a perdu un électron. Et il va aussi avoir une couche de valence complète, la couche qui est inférieure. Donc ici, le fait que tu as un transfert d'électrons, tu as une réaction d'oxydoréduction. La réaction d'oxydation, c'est une réaction qui prend un atome qui est neutre. Le sodium, qui est métallique, est neutre parce qu'il a le même nombre de protons que d'électrons. Et lorsqu'on lui enlève un électron, il va devenir chargé positivement. Et il a perdu un électron. Le fait qu'il a perdu un électron, ça indique une réaction d'oxydation. Il devient chargé positivement, il a perdu un électron. Par contre, le chlore, lui, dans cette réaction-ci, va être neutre au départ. Donc ici, on va regarder juste un atome de chlore, mais dans le fond, les deux combinés sont quand même neutres. Chaque chlore va gagner un électron ici. Et en gagnant un électron, donc gagne un électron, il va devenir chargé négativement. Les réductions sont donc les réactions où un élément gagne un électron. Et une oxydation, c'est une réaction où un élément perd un électron. Mais naturellement, il faut qu'il y ait une réduction s'il y a une oxydation. Tu ne peux pas avoir juste une oxydation comme ça puis l'électron qui flotte dans l'environnement. Il faut qu'un autre atome lui ait arraché l'électron. C'est-à-dire que l'électron ici en question, c'est celui-là qui a été transféré au chlore. Donc, les réactions d'oxydation et de réduction sont combinées ensemble, ce qui est représenté ici par ce diagramme. Les chiffres qui sont placés au-dessus ici s'appellent ce qu'on appelle le nombre d'oxydation. Donc, le sodium est neutre. Ici, quand il est métallique, son nombre d'oxydation est 0 parce qu'il a le même nombre de protons que d'électrons, je veux dire. Le chlore, lui aussi, il est neutre parce qu'il a le même nombre de protons que d'électrons parce que c'est le chlore qui est pas liant. Et donc, il a un nombre d'oxydation de 0. Le sodium qui a perdu un électron par une réaction d'oxydation va être chargé positivement. Donc, on va avoir un nombre d'oxydation de plus 1 parce qu'il a perdu un électron. Et donc, il va avoir un proton de plus que d'électrons. Et le chlore, lui, va avoir subi une réaction de réduction. Il va avoir gagné un électron, celui du sodium. Et donc, va avoir un électron de plus que son nombre de protons. Et donc, il va avoir un nombre d'oxydation de moins 1.
Donc, les réactions d'oxydation et de réduction sont combinées ensemble. Et une des choses qu'il faut reconnaître, c'est qu'avec l'électron, il y a une certaine quantité d'énergie potentielle qui va être présente. C'est-à-dire qu'un électron possède de l'énergie. Donc, lors de l'oxydation, l'oxydation va relâcher de l'énergie qui va être emmagasinée dans l'électron, qui lui va être transférée au chlore. Et ici, la réduction va donc permettre à un atome de gagner de l'énergie. Ça veut donc dire que si on compare ceci, ce sodium-là est maintenant plus bas en énergie. Peut-être on va juste dire moins énergétique que le sodium métallique. Et le chlore ici, Cl-, est plus énergétique que le chlore qui est ici. Il est aussi plus énergétique que le sodium Na+, parce qu'il a gagné un électron. Ça veut donc dire qu'on va dire que celui-là qui a perdu l'électron va avoir un plus bas potentiel énergétique, tandis que le chlore qui a gagné un électron par la réaction de réduction va avoir un plus haut potentiel énergétique. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que ça se peut que ça vous mélange parce que ça mélange tout le monde tout le temps. Lors d'une réaction d'oxydation, tu crées un oxydant. Parce que si tu regardes ce que ça veut dire oxydation, action veut dire action. Action, ça veut dire l'action de faire. Comme par exemple, digestion, c'est l'action de digérer. Donc, juste la terminaison tion veut dire action de faire. Donc, si sion veut dire l'action de faire, oxydation, c'est l'action de faire un oxydant. Donc, ça voudrait donc dire action de faire un oxydant. Donc, lui, le sodium, c'est lui qui est créé par cette réaction. Ça va être l'oxydant. Tandis que la réduction, c'est l'action de faire un réducteur. Donc, le chlore est le réducteur. Donc, si on regarde au niveau énergétique, les oxydants sont moins énergétiques et les réducteurs sont plus énergétiques en général. Maintenant, ça peut-être ça ne vous mélange pas, mais voici où est-ce que ça va vous mélanger. Si on compare les éléments dans la même réaction, donc si je compare le sodium et l'ion sodium, lui, il est le moins énergétique parce que le sodium a perdu des électrons, donc il a perdu de l'énergie. Il est l'oxydant, donc lui, ça doit être son réducteur, ça doit être sa forme réduite du sodium. Le chlore, Cl, est moins énergétique que le Cl-, parce qu'après avoir gagné un électron, il devient plus énergétique. Donc, si tu compares ces deux-là, si lui est plus énergétique et il est le réducteur, lui, ça doit être son oxydant ou sa forme oxydée. Donc ça, c'est un petit peu de définition. Mais de manière générale, les réducteurs sont plus hauts en énergie et ont gagné un électron, tandis qu'un oxydant est moins énergétique et a perdu un électron. Donc ça, c'est vraiment plus simple de l'expliquer avec les composés ioniques parce que c'est là où on voit vraiment les transferts d'électrons. Mais il y a aussi des réactions d'oxydoréduction dans les réactions qui impliquent des composés moléculaires qui ne sont pas des ions. Donc, je vais essayer de vous donner des indices sur comment identifier des réactions d'oxydation et de réduction
dans les composés moléculaires parce que c'est ça qui est important en biochimie. C'est ça qui est important dans notre cours parce que nous, il n'y a pas vraiment des ions qui sont impliqués dans beaucoup de réactions biochimiques, surtout dans ceux qu'on va observer. Il va en avoir quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, si tu regardes cette molécule, ça c'est l'éthane, c'est un composé moléculaire qui est fait de liaisons covalentes. Les chiffres indiquent aussi les niveaux d'oxydation. Les règles pour les niveaux d'oxydation pour les composés moléculaires ne sont pas aussi simples que pour les composés ioniques. Pour les composés ioniques, tu regardes le tableau périodique puis tu regardes les charges qu'ils prennent quand ils deviennent un ion. Par contre, avec les composés moléculaires, il y a certaines règles. Règle numéro 1, l'hydrogène, c'est toujours plus 1. Règle numéro 2, l'oxygène, c'est toujours moins 2. Règle numéro 3, et ainsi de suite. Dans le fond, je vais me rafraîchir la mémoire plus tard, mais ce n'est pas trop important. Tout ça pour dire qu'éventuellement, le carbone, c'est lui qui est le moins important, ou c'est un des moins importants au niveau d'ordre de priorité. Donc, si on place plus 1 comme nombre d'oxydation à ton hydrogène, à tous tes hydrogènes, il faut ensuite ici considérer que toute la molécule est neutre. Donc, il faut que la somme des charges positives, donc plus 1 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2 fois, parce que tu as du carbone, quelque chose égale à 0. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour que ça soit possible, il faut que chaque carbone ait un nombre d'oxydation de moins 3. Parce que la priorité, c'est l'hydrogène, c'est toujours plus 1. Il y a 6 plus 1, donc c'est toujours plus 6 pour cette molécule. Pour que ça soit égal à 0, s'il y a 2 carbones, il faut que chaque carbone soit moins 3. Parce que plus 6, plus 2 fois moins 3, ça donne moins 6, donne 0. Donc, ça, c'est les nombres d'oxydation de chaque atome dans le composé moléculaire qui est cette molécule-ci. Si on transforme l'éthane en éthylène ou éthane, on enlève 2 hydrogènes et on crée une liaison double. Parce qu'on sait que le carbone doit faire un maximum de 4 liaisons. Donc, si on regarde toute cette molécule au complet, ses nombres d'oxydation, l'hydrogène prend toujours priorité. Ça doit être égal à 0. On sait qu'on a 1, 2, 3, 4. 4 hydrogènes avec une charge de plus 1. Et on a 2 carbones avec une charge de on ne sait pas quoi, mais il faut que ça soit égal à 0. Plus 4, plus 2 fois quoi donne 0? Bien, moins 2. Donc, remarquez que maintenant, le carbone a passé d'un nombre d'oxydation de moins 3, donc si c'était moins 3, à moins 2. Donc, il doit avoir gagné, ou il doit avoir perdu un électron. Parce que perdre un électron veut dire perdre un négatif. Donc, un négatif, parce que les électrons sont chargés négativement. Si tu perds des électrons, s'il y a une perte d'électrons, c'est une réaction d'oxydation. Parce que si tu veux, l'oxydation, on a dit que c'est une réaction qui perd un électron, qui fait perdre un électron. Donc ça, c'est une réaction d'oxydation. Puis tu peux continuer à oxyder dans cette direction-là. La réaction inverse, si tu regardes la réaction qui est inverse ici, on passe d'une liaison double, où les nombres d'oxydation sont de moins 2. On enlève une des liaisons doubles, on rajoute un hydrogène, et on se retrouve maintenant dans ce scénario-ci, où le nombre d'oxydation maintenant du carbone devient de plus 3, de moins 3. Si tu vas de moins 2 à moins 3, c'est que tu as ajouté un négatif, parce que moins 2 plus moins 1 donne moins 3. Donc ici, on a ajouté un électron, parce qu'on a ajouté moins 1, une charge négative. Donc, ceci est une réduction. Si on veut simplifier encore plus les choses, parce que je ne vais pas vous apprendre comment identifier les numéros d'oxydation dans ce cours-ci, ça c'est quelque chose qu'on voit dans l'unité 4 de chimie, donc l'unité d'électrochimie en chimie 12. Si vous prenez le cours, vous allez voir comment faire ça plus tard. Je voulais juste vous expliquer la logique. Mais si on peut quand même simplifier les choses un petit peu par rapport aux oxydations. Ça va prendre juste un petit peu de par cœur. Si on regarde ici, quand tu as une oxydation d'un composé qui est moléculaire, ici une molécule organique, on voit que tu as la formation
d'une liaison de plus. Donc, remarque que tu as passé d'une liaison simple à une liaison double. Donc, tu as ajouté une liaison. Donc, quand tu as une réaction d'oxydation, c'est une réaction qui ajoute une liaison dans la molécule. Donc, tu passes d'une liaison simple à une liaison double. Remarque que l'oxydation continue dans cette direction-là. Donc, si tu ajoutes une liaison, encore une oxydation. Donc, en chimie organique, ajouter une liaison, donc passer d'une liaison simple à une liaison double ou une liaison double à une liaison triple, c'est une réaction d'oxydation. Tandis que la réaction inverse, où tu enlèves des liaisons multiples pour former des liaisons plus simples, ça va être une réaction de réduction. Donc, si on regarde ça en chimie organique, si tu passes de triple à double, tu enlèves une liaison. Ça, c'est une réduction. Si tu continues ici, double à simple, tu enlèves une liaison. Donc, c'est une réduction. Ceci s'applique aussi aux liaisons qui se passent dans des molécules un petit peu plus complexes avec d'autres atomes que celles carbone-carbone. Mais il y a aussi quelques petites choses que vous devez apprendre par cœur. Donc, remarquez que si tu as un alcool, je sais que c'est un alcool parce que c'est un groupement hydroxyle. Remarquez que la liaison entre l'oxygène et le carbone ici est une liaison simple. Lorsque tu as une oxydation d'un alcool, qui est un groupement hydroxyle, donc si tu passes d'un alcool, ou peut-être on va juste dire groupement hydroxyle, à un groupement carbonyl, ici, tu vas avoir une oxydation. Oxydation. Puis si tu regardes les numéros d'oxydation, ça l'explique la logique derrière. Remarquez aussi que tu as passé d'une liaison simple à une liaison double. Donc, cette logique de liaison simple à double s'applique aussi. Mais il faut aussi savoir que pour un alcool, qui est un groupement hydroxyle, si ça passe de hydroxyde à carbonyl, c'est une oxydation. C'est là où ça se complique un peu, parce que tu peux prendre une molécule qui a un groupement carbonyl et transformer le groupement carbonyl en groupement carboxyle. Même si tu n'as pas ajouté une liaison double, tu as quand même ajouté des liaisons. Donc, tu as fait une réaction d'oxydation. Donc, une molécule qui a un groupement hydroxyle, s'il se transforme en groupement carbonyl, c'est une réaction d'oxydation. Si un groupement carbonyl est transformé en groupement carboxyle, c'est une réaction d'oxydation. Tu peux même aussi passer de hydroxyle à carboxyle directement, puis ça va être aussi une oxydation. C'est juste que normalement, ça se fait en 2 étapes, mais ça pourrait se faire spontanément en 2 étapes sans passer par un intermédiaire. Si on fait la réaction qui est inverse, donc la réaction inverse, ça va toujours être une réduction où là, tu vas gagner des électrons. Donc, remarquez que toutes ces étapes-là perdent des électrons. Ici, tu perds des électrons, puis ensuite, tu perds des électrons encore plus. Parce que ces électrons ont été utilisés pour pouvoir former ces liaisons-là. Par contre, lorsque tu fais une réaction de réduction, ça va être l'inverse. Ici, si tu passes de groupement carboxyle à carbonyl, tu vas gagner des électrons. Remarquez qu'ici, tu avais une charge de plus 2, puis ici, maintenant, tu as une charge de 0. Pour arriver à 0, il faut que tu ajoutes moins 2, parce que plus 2 moins 2 donne 0. Donc, et les charges négatives indiquent 2 électrons, donc tu gagnes des électrons. Même chose ici, si tu passes de carbonyl à hydroxyde, tu vas avoir une réaction où tu gagnes des électrons qui sont chargés négativement, j'aimerais vous rappeler encore une fois. Et donc, ça va être une réaction de réduction. Remarquez ici que tu commences de 0, donc 0, et ici, tu es rendu à moins 2. Donc, pour passer de 0 à moins 2, il fallait que tu rajoutes moins 2,
parce que 0 moins 2, ça donne moins 2. Donc, tu as gagné 2 électrons. Donc, ça va être une réaction de réduction. Le transfert d'électrons, comme je l'avais mentionné, ça relâche de l'énergie. C'est-à-dire que s'il faut qu'on donne une valeur relative d'énergie potentielle que les molécules ont, par rapport à ça, à chaque fois qu'on gagne des électrons, il y a plus d'énergie. Ça veut dire ici, pour passer de celui-là à celui-là, on a perdu des électrons. Pour passer de celui-là à celui-là, on a perdu des électrons. Donc, on a de moins en moins d'énergie potentielle dans la molécule. Même chose ici, moins en moins d'énergie potentielle. Donc, il faut considérer que dans cette liste, celui-là a plus d'énergie potentielle et donc plus énergétique, tandis que celui-ci, a le moins d'énergie potentielle et moins énergétique. Et même chose ici. Et ça va être important parce que les réactions métaboliques impliquent beaucoup de transfert d'énergie de molécules à haut potentiel énergétique, comme une molécule phosphorylée, ou un réducteur, à des molécules qui ont moins d'énergie potentielle pour que la réaction puisse se produire. Transfert d'énergie qui se font lors de la glycolyse. Donc ça, c'est différentes étapes de la glycolyse qu'on va voir dans un prochain vidéo. Mais je les ai toutes comme pas mis ensemble, pas combinées. Je veux juste qu'on soit capable de voir chacune des étapes pour voir quels sont les transferts d'énergie qui vont se faire entre les molécules. Est-ce que la molécule va devenir moins énergétique, plus énergétique? Et ça va être causé par soit des réactions de phosphorylation ou des réactions d'oxydoréduction, ici dans certains cas de réduction. Donc, on va aller à travers chacune, puis on va essayer de regarder la molécule en tant que telle pour voir quel changement se passe dans la molécule et qu'est-ce qui pourrait expliquer ces changements-là et qu'est-ce qui arriverait au niveau énergétique. Donc ici, on a deux molécules. On a un glucose 6-phosphate et on a un fructose 6-phosphate. Maintenant, je n'ai pas mis tous les groupements OH de ton glucose ni de ton fructose, mais je voulais quand même juste vous montrer ces deux molécules et qu'on les regarde et qu'on les compare au niveau énergétique. Si on regarde, on voit qu'ils ont tous les deux un groupement phosphate, donc on n'a pas ajouté de phosphate, on n'a pas enlevé de phosphate. Ils ont tous un OH, donc on n'a pas enlevé de OH ou ajouté des OH, on n'a pas ajouté des liaisons multiples, on n'a pas enlevé des liaisons multiples. Ici, il n'y a pas de différence au niveau d'énergie potentielle de ces deux molécules. Ces deux molécules vont avoir la même quantité d'énergie potentielle parce qu'ils ont le même OH, même. Ça, c'est mon symbole pour même. Donc, c'est juste un accent grave. Ils ont le même phosphate. Ils n'ont pas de liaisons qui ont été ajoutées ou enlevées. Donc, ici, il n'y a pas de transfert d'énergie, il n'y a pas de changement d'énergie. Donc, les deux sont les mêmes au niveau énergétique. Ici, tout ce qu'il y a, c'est un réarrangement de la molécule. Donc ça, c'est causé par un réarrangement de la molécule. Donc, cette molécule-ci s'est faite réorganiser et réarranger et il n'y a pas eu de changement au niveau énergétique. Si on passe de ces deux molécules-là, donc si on a une réaction qui se produit et qu'on compare les deux molécules et qu'on voit s'il y a peut-être des différences au niveau énergétique. Donc ici, remarquez que tu vas avoir une liaison double qui se retrouve ici. Donc si tu as une liaison double, juste là, qui n'est pas présent ici. Donc ici, on peut voir que tu as enlevé une liaison double. Donc, enlevé. Donc, on devrait avoir enlevé des électrons. Par contre, remarquez que tu as la formation maintenant aussi d'une liaison double qui n'était pas présente. Donc, tu as une liaison simple à une liaison double. Donc, ici, on a ajouté. Dans le fond, on n'a pas enlevé une liaison double et ensuite ajouté une liaison double. Les électrons ont juste passé d'une liaison à une autre. Les électrons qui faisaient partie de la liaison double ici, donc disons cette liaison double, elle a été envoyée juste là.
Ce qui veut dire qu'au niveau énergétique, elle n'a pas perdu la molécule d'électrons ni gagné des électrons, donc il n'y a pas de réaction d'oxydation ni de réduction. La grosse différence vient du fait que ici, il y avait un groupement phosphate attaché à cet oxygène, et maintenant cet oxygène n'a plus le groupement phosphate. C'est-à-dire que ici, on a une réaction de déphosphorylation. Quand tu as une réaction de déphosphorylation, c'est toujours ou presque toujours couplé avec une réaction de phosphorylation. Il faut qu'il y ait une molécule qui va chercher ce groupement phosphate. Rappelez-vous aussi que lorsque tu as une déphosphorylation, il va y avoir une liaison entre la molécule et le groupement phosphate, donc cette liaison-ci, qui va être brisée. Cette liaison, quand elle est brisée, elle relâche de l'énergie qui va être utilisée pour alimenter une autre réaction. C'est-à-dire que si on regarde au niveau énergétique, cette molécule ici a plus d'énergie potentielle. Donc, peut-être je vais juste mettre pot. Et cette molécule ici a moins d'énergie potentielle. Donc, pot. Où est passé le phosphate et où est passée l'énergie potentielle? Comme j'ai dit, il faut que ça soit couplé à une réaction qui, elle, va capter l'énergie, mais va aussi capter le phosphate. Donc ici, tu vas avoir de l'ADP, donc adénosine diphosphate, donc elle a 2 phosphates, qui, elle, va être couplée à cette réaction-ci. Elle va utiliser l'énergie que la liaison a relâchée quand elle a été brisée et le phosphate pour former de l'ATP, qui est une molécule à haut potentiel énergétique. Donc, l'énergie a été transférée parce que tu as eu une réaction qui a été couplée à celle-ci. Si on regarde cette autre réaction juste ici, il y a plusieurs choses qui vont se produire dans cette situation-ci. Premièrement, remarquez qu'on a un groupement qui était aldéhyde ici, qui est un carbonyl, un groupement carbonyl. Ici, tu as un groupement carboxyle. Maintenant, vous pouvez me dire, OK, ouais, mais carboxyle, c'est COH. Mais ce qui est arrivé à l'hydrogène, et pourquoi il n'est pas présent, c'est parce que dès que le groupement carboxyle a été formé, tu vas avoir eu une condensation entre un groupement phosphate qui avait un OH et qui a fait en sorte que une liaison phosphate s'est formée par condensation. Donc, une enzyme a pris le H et le OH du phosphate pour relâcher une molécule d'eau et ensuite pour joindre les deux ensemble pour former tout ce paquet-là. Donc, il y a eu 2 réactions qui se sont produites ici. Et c'est une réaction de condensation quand tu ajoutes un phosphate à un groupement hydroxyle. Toutes les liaisons, les formations de liaisons qui sont donc de phosphorylation nécessitent une condensation ou production de molécules d'eau parce que tu vas avoir un groupement OH qui lui a ajouté un phosphate. Donc, pour revenir à mon idée de carbonyl à carboxyle, si tu passes de carbonyl à carboxyle, on a vu que c'est une réaction d'oxydation. Donc, une perte d'électrons. Il y a aussi, associé à une perte d'électrons, une perte d'énergie. Donc ici, si tu penses au niveau énergétique, donc celle-ci a plus d'énergie potentielle et celle-là a moins d'énergie potentielle. L'énergie potentielle qui a été perdue a permis la formation ou l'ajout du groupement phosphate. Remarquez qu'il y a un phosphate ici qui a été ajouté juste là. Donc, le phosphate a été ajouté là. Et rappelez-vous que former une liaison nécessite de l'énergie. Donc, ici, tu as eu une oxydation qui a causé la perte d'un électron, mais aussi la perte d'énergie. Et l'énergie est allée où? Elle est allée dans la formation de la liaison phosphate qui est ici.
Maintenant, on peut se poser la question, mais où sont allés les électrons? Parce que ce n'est pas la liaison phosphate qui a pris les électrons. Ça veut dire qu'il faut que, parce que s'il y a une réaction d'oxydation, il faut qu'il y ait une réaction de réduction qui a été couplée, une réaction où un composé gagne des électrons, les électrons qui ont été perdus juste là. Une partie de l'énergie, comme j'ai dit, est allée dans la liaison phosphate, mais il reste encore de l'énergie et il reste des électrons à donner. Et donc, il va y avoir un oxydant, ici qu'on appelle le NAD+, qui lui va capter les électrons et une partie de l'énergie pour former du NADH. Il va y avoir aussi un proton qui flotte dans le cytoplasme qui va être ajouté. Parce qu'un proton, c'est un H+, donc c'est un hydrogène sans son électron. Donc ici, il va y avoir 2 électrons qui vont être transférés pour produire une autre molécule à haut potentiel énergétique qui va être le NADH, qui lui est un réducteur à haut potentiel énergétique. Je sais qu'il est à haut potentiel énergétique parce qu'il a pris des électrons, car a gagné des électrons avec une certaine quantité d'énergie. Donc ici, l'oxydation a permis de faire 2 choses. Donner de l'énergie pour ajouter un groupement phosphate, donc former une liaison entre un phosphate et ma molécule. Et ça a aussi permis de créer une molécule à haut potentiel énergétique, un réducteur à haut potentiel énergétique, le NADH, qui lui a gagné les électrons et une partie de l'énergie. Si on passe à cette réaction-ci et qu'on compare et qu'on regarde les 2 molécules pour voir quelles sont les similarités ou les différences. Donc ici, on remarque que tu as un groupement qui est, si tu regardes les différents groupements, on peut voir que ici, tu as un phosphate, Donc ça l'a pas changé. Ça l'a pas changé. Ça l'a pas changé. Ici, ça l'a changé. Ici, ça l'a pas changé. Par contre, le groupement phosphate a été perdu. Ça veut dire que dans cette situation-ci, tu vas avoir eu une déphosphorylation. Donc, remarquez que tu as passé de un groupement phosphate à pas de groupement phosphate. Donc, tu as une déphosphorylation. La déphosphorylation brise la liaison phosphate, ce qui relâche aussi de l'énergie. Donc, au niveau énergétique, si tu regardes ta molécule, celle-ci a plus d'énergie potentielle que celle-ci, moins d'énergie potentielle. Et où est passée l'énergie potentielle? Elle est partie pour former la liaison entre le phosphate et l'autre molécule qui, elle, a pris le phosphate et qui a fait une réaction de phosphorylation. Comme précédemment, la réaction de phosphorylation va nécessiter de l'ADP qui va prendre le phosphate et l'énergie de la déphosphorylation pour pouvoir former de l'ATP. Naturellement, elle prend un phosphate inorganique qui flotte dans le cytoplasme et ça va donner de l'ATP qui est maintenant une molécule à haut potentiel énergétique qui a gagné de l'énergie en plus de gagner une liaison avec le phosphate. Donc ici, l'énergie a été transférée à cette réaction-là parce que les 2 réactions sont couplées. Remarquez qu'à chaque fois que je montre une réaction couplée, je montre 2 flèches qui se touchent. Parce que c'est à cette étape-ci, quand elles se touchent, qu'il y a le transfert de l'énergie entre la réaction qui est exothermique, parce qu'elle est catabolique, tu prends une molécule plus grosse et tu la brises et elle relâche de l'énergie, à une réaction qui est anabolique qui réduit le désordre parce que tu as 2 molécules qui s'attachent pour former une plus grosse. Donc ici, c'est 2 réactions qui sont couplées et il faut qu'ils se touchent parce qu'ils sont, dans le fond, en train de se faire en même temps à cette étape-ci. Si on regarde cette molécule par rapport à celle-ci, la grosse différence qu'on peut observer, c'est l'ajout d'un groupement phosphate. Tu avais un OH ici et tu as eu un phosphate qui a été ajouté, donc tu as une phosphorylation. Il n'y a pas d'autre différence entre les 2. C'est ça la seule différence entre ces 2-là. Comme j'ai dit, quand tu as une phosphorylation, tu as maintenant un changement au niveau d'énergie potentielle. Celle-là a moins d'énergie potentielle, mais maintenant celle-ci a plus d'énergie potentielle parce qu'elle a gagné une liaison phosphate qui, elle, est énergétique.
Donc, pour gagner cette liaison phosphate, il faut que la réaction soit couplée avec une autre réaction. Ici, je vous avais montré une situation où un groupement phosphate a été ajouté, mais tout seul. Mais la seule raison pourquoi le phosphate pouvait être ajouté tout seul comme ça, c'est parce que ton oxydation, qui se passait ici, fournissait assez d'énergie pour ajouter le phosphate et aussi transférer les électrons. Par contre, ici, il n'y a pas d'oxydation. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'oxydation, l'ajout d'un groupement phosphate doit toujours se faire à l'aide de l'ATP. Donc, l'ATP, qui est une molécule à haut potentiel énergétique parce qu'elle a 3 liaisons phosphate. Donc, je mets ça j'ensère ça en rouge, les molécules à haut potentiel énergétique. Elle va être couplée à cette réaction-ci pour transférer un phosphate et aussi de l'énergie. Tu passes de 3 phosphates ATP à 2 phosphates ADP. Donc, tu ajoutes le groupement phosphate ici. Donc, tu transfères le groupement phosphate. Mais ça transfère aussi l'énergie. Parce que si tu regardes au niveau d'énergie potentielle, celui-là a plus d'énergie potentielle que celle-ci. Et l'énergie a été transférée. Maintenant, si je parle de réaction catabolique et anabolique, ici, c'est une réaction anabolique parce que tu rajoutes un groupement phosphate qui n'était pas là avant. Ça nécessite de l'énergie parce que tu formes une liaison. Et ça, c'est une réaction qui est catabolique, qui relâche de l'énergie parce que tu brises une liaison. Et les deux sont couplés parce que tu as besoin de ce transfert d'énergie. L'énergie est transférée de ça à cette molécule, donc de l'ATP à ta molécule à travers cette liaison phosphate. Si on compare ces deux-là, ces deux molécules-ci, et qu'on les regarde bien comme il faut, elles ont l'air très différentes. Mais si on regarde vraiment attentivement, le groupement carboxyle n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mais, si on regarde, voici ce qui est arrivé. Tu as un groupement phosphate, qui est ici. Il n'est plus ici. Là, tu peux dire, OK, ça l'a changé. Mais regardez, le groupement phosphate, maintenant, il est là. Avant, tu avais un OH ici, et maintenant, il est là. Donc ici, même si ça semble que des liaisons ont été brisées parce qu'ils ont été reformés de façon pareille ailleurs dans la molécule, ici, il n'y a pas de changement au niveau énergétique. Les deux ont la même quantité d'énergie potentielle. Donc, même énergie potentielle. Ici, on a juste un réarrangement de la molécule parce que l'enzyme va avoir besoin que les groupements fonctionnels soient à ces endroits-là, à cette étape-ci, pour passer à la prochaine étape, parce qu'elle ne peut pas reconnaître ce substrat-ci pour la prochaine étape lors de la glycolyse. Donc ici, même si ça semble comme il y a des changements, c'est juste une réorganisation où le groupement phosphate a changé de place et le groupement hydroxyde a changé de place, et c'est tout. Si on regarde ces deux-ci, on peut voir un changement quand même assez évident et très rapidement. Tu avais un OH ici qui est devenu un phosphate, donc ça c'est une c'est une phosphorylation. Je suis allée trop vite. Phosphorylation. Donc là, tu as une phosphorylation qui se fait. Tu as ajouté un groupement phosphate. Donc, si on passe au niveau énergétique, on a passé d'une molécule qui a moins d'énergie potentielle à une molécule qui a plus d'énergie potentielle parce qu'il y a maintenant beaucoup plus d'énergie emmagasinée dans cette liaison phosphate. Donc, l'énergie, elle est là, dans notre nouvelle molécule. Et donc, cette réaction-là, pour gagner le phosphate et pour gagner l'énergie potentielle, a besoin d'une réaction qui lui fournit de l'énergie, qui est une réaction catabolique, et qui relâche un phosphate. Donc ça va être l'hydrolyse de l'ATP. Encore une fois, dans cette situation-là, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de réaction d'oxydation. Donc, la seule réaction qui peut fournir le phosphate et l'énergie, ici, ça va être l'hydrolyse de l'ATP, qui, elle, va s'hydrolyser en ADP, ce qui relâche de l'énergie potentielle, parce qu'au niveau énergétique, celle-ci, c'est une molécule à haut potentiel énergétique. Elle a un plus d'énergie potentielle que celle-ci. Et l'énergie potentielle a été transférée dans la liaison phosphate à l'autre molécule. Donc ici, les réactions métaboliques, les étapes des différentes réactions métaboliques que l'on va voir dans cette unité
montre beaucoup de transferts d'énergie potentielle d'une molécule à une autre pour que éventuellement cette énergie potentielle retourne dans beaucoup de molécules d'ATP qui, elles, peuvent revenir aider avec les étapes ici, mais surtout pour avoir plus d'ATP pour être capable de faire d'autres réactions métaboliques. Donc, toutes les réactions métaboliques nécessitent des transferts d'énergie et les transferts d'énergie peuvent se faire de deux façons, à travers la déphosphorylation d'une molécule d'ATP ou d'une autre molécule, ou ça peut se transférer sous forme de réaction d'oxydation qui, elle, relâche des électrons, mais aussi de l'énergie. Et donc, ça va être ces transformations progressives d'énergie qui vont faire éventuellement qu'on ait beaucoup plus d'énergie à la fin qu'au début pour faire l'ATP qu'on a besoin. Donc, ça, c'est juste un aperçu des transferts d'énergie. Maintenant, on va passer à nos réactions métaboliques et je vais donner les étapes, mais en même temps aussi revenir sur ces transferts d'énergie qui vont se faire pour donner une certaine logique à chacune des étapes pour que vous n'ayez pas nécessairement seulement à les apprendre par cœur sans les comprendre, ce qui est définitivement toujours mieux.